Comment fait-on pour lutter contre ces vagues de sentiments négatifs qui ne cessent de revenir après la rupture amoureuse, qui nous poussent à nous inscrire dans l'immobilisme, aussi parfois dans la création d'une image pas terrible de la personne que j'ai face à moi? C'est la question que nous nous posons et comme d'habitude, nous y répondons juste après le générique. Salut à vous, c'est JB de jbmerci.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on s'intéresse à une thématique qui est largement présente depuis la rupture amoureuse, à savoir ces vagues de sentiments négatifs, nocifs, qui semblent revenir de manière incessante. On le comprend, hein, on sait que la rupture amoureuse est un trauma et qui dit trauma dit derrière tendance à l'intellectualisation sur ce qu'on aurait dû faire différemment pour éviter ce trauma et sur ce qu'on peut faire aujourd'hui pour en limiter, voire en inverser les conséquences, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes d'action quotidienne. On est forcément dans une réflexion du entre guillemets moindre mal. On veut limiter cette douleur qui est présente. On veut l'asphyxier totalement et ça on sait que c'est pas chose facile, donc bien souvent assez naturellement on se met en quête d'un remède, de quelque chose, d'une béquille qui pourrait nous aider. Alors bien évidemment il y a des béquilles par exemple chimiques, c'est absolument pas de cela que je vais parler. On va parler psychologie, on va parler intellectualisation, on va parler prise de recul, tout ce dont on a besoin pour lancer sa reconquête amoureuse et rester relativement serein pendant le déroulé. La vidéo du jour, elle va se décomposer en deux parties différentes et nous plongeons immédiatement dans la première de ces deux parties, à savoir la dose de réalisme nécessaire pour effectivement commencer à limiter l'impact, la puissance de ces sentiments négatifs qui reviennent de cette fameuse lancinance, j'ai envie de dire, où on tourne en rond et où le résultat c'est toujours au final je suis tout seul, j'ai mal fait, c'est un peu bien fait pour moi, si j'avais été autrement et c'est injuste. Vous savez, vous avez certainement cette même phrase qui revient dans votre tête en permanence et le but c'est d'élargir les moments où, de les allonger en tout cas, ces moments où on arrive enfin à penser à autre chose, à se focaliser sur soi, etc. etc., etc. Et donc, on va avoir besoin de réalisme et ça commence par reconnaître le poids de la situation. On est face à une nécessité, j'ai envie de dire une nécessité absolue et involontaire, c'est pas ce qu'on désirait, de réorganiser son quotidien avec au centre de cette nécessité l'idée de combler un vide. Et puis pas n'importe quel vide, c'est un vide qui était fait de partage, c'est un vide qui était fait de communication, c'est un vide qui était fait d'échange, un vide qui était fait de projection, de planification, une assurance d'un présent solide et d'un futur qui est, sans être complètement déterminé, devait au moins être partagé avec la personne qu'on aimait et qu'on aime toujours. Donc forcément, tout cela se cassant la figure, il y a cette impression de solitude absolue et c'est aujourd'hui notre partenaire de crime, j'ai envie de dire, cette solitude, cette tristesse, cette impression d'avoir complètement tout raté. Et n'oublions pas aussi d'être réaliste à ce point-là, à ce niveau-là. C'est une impression qui en plus est complètement banalisée par notre environnement, avec ce soutien qu'on nous donne en nous disant que c'est qu'une rupture amoureuse, c'est qu'une nana, c'est qu'un mec, t'en trouveras d'autres, tu méritais mieux. Enfin ça vous le savez, les phrases qu'on vous balance un petit peu à tort et à travers avec un objectif clair, vous faire vous sentir mieux à l'instant T. Mais l'effet est un petit peu inverse puisque ça a tendance à empirer la situation puisqu'on a l'impression d'être marginalisé et que les personnes face à nous ne nous comprennent absolument pas du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas depuis la rupture amoureuse, toutes les actions que l'on va faire dans ce temps qui nous est imparti sans l'autre vont souffrir la comparaison avec ce qu'on faisait avec son ex. Très clairement, si on prend un exemple des plus basiques, vous étiez en train de regarder une série, vous aviez votre épisode du mardi favori de 19 à 20 heures de telle série, il y a eu cette rupture amoureuse, là il y a une nouvelle saison qui sort.
et vous allez le regarder seul. Donc forcément, au moment où on entend le générique, il y a souvent la petite larme qui coule, la difficulté parce qu'on se dit, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on regardait ensemble et j'avais absolument pas cette idée ou cette impression que la situation serait comme elle est aujourd'hui. Donc encore une fois, l'idée de réalisme, elle est inévitable, elle est extrêmement importante de se dire que un sentiment négatif n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Oui, c'est douloureux, ça bien évidemment, mais c'est quelque chose de tout à fait humain, de tout à fait normal, et nous on veut en faire une force plutôt que de l'annihiler totalement. C'est quelque chose, je sais, qui n'est pas facile, et c'est quelque chose qui est complètement contredit dans notre société, où effectivement on va plutôt vous dire mais non, prends un cachet, ça ira mieux, fais ci, fais ça, ça ira mieux, plutôt que d'accepter cette douleur-là et au fur et à mesure de la travailler comme un peu de la terre, si vous voulez, pour lui donner une forme, pour que ce soit une motivation, pour que ce soit un moteur pour sortir grandi de tout ça. C'est difficile de réfléchir sur ses échecs, sur ses erreurs, bien évidemment. Est-ce que le fait de le laisser complètement de côté, c'est la meilleure solution? Non, et c'est ce que j'essaye de vous expliquer à travers cette vidéo. Maintenant, il nous faut aussi une dose de réalisme vis-à-vis de l'impact matériel, de la réalité de votre quotidien sans votre ex. Ça veut dire que techniquement, on a une dose de temps qui nous est ajoutée entre guillemets à notre agenda. Parce qu'on le sait très bien, quand on vit seul, même s'il y a des enfants au final, puisqu'il y a très souvent, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai à travers les coachings, un partage des temps de garde. Donc il va y avoir ces moments où on va se retrouver tout seul la semaine ou le week-end ou que sais-je, et on sait qu'il va y avoir des activités qui prennent du temps en famille ou en couple. C'est pas nécessairement le cas quand on est tout seul. Ça, plus donc l'ajout de temps intrinsèque où on est seul. Le week-end avant, on était à deux. Maintenant, il faut organiser ce temps-là. Ça devient tout à coup une occasion, une opportunité de faire des choses pour soi et du coup d'avoir un focus qui est personnel sur des projets, sur des activités qui à la base n'entraient peut-être pas dans la définition du couple. Il y a certainement des choses que vous aimez faire et ce n'est pas le cas de la personne avec qui vous étiez. Ce n'est pas forcément le cas de vos enfants, où vous ne pouvez pas pour X ou Y raison leur partager vos activités, et tout à coup vous allez pouvoir embrasser ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on l'embrasserait? Non pas pour, encore une fois, se marginaliser un peu plus et mettre de la distance avec la personne qui est partie, mais pour se retaper un petit peu, parce qu'il y a un besoin de reconstruction après une rupture amoureuse, et cette reconstruction elle passe avant tout par la satisfaction personnelle. À titre perso justement, je pense que si je subissais une rupture, il y a deux choses que j'aimerais énormément faire. La première, c'est beaucoup plus de compétitions sportives dans des endroits où je ne suis jamais allé faire de compète. Je fais de la compète que dans le nord de la Suède, pour ne pas être absent pendant plusieurs jours. En général, c'est sur un week-end. Donc, je parle le week-end, donc c'est quand même plusieurs jours. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si je devais partir à Stockholm, déjà, ce serait beaucoup plus cher. Et je me dis, un week-end à Stockholm, avec le prix de l'avion et tout, parce que je ne veux pas y aller en bagnole, c'est beaucoup trop long. C'est mieux si je pars plusieurs jours, voire même peut-être une semaine, puisqu'il y a énormément de tournois là-bas. Donc, je pourrais même peut-être en faire deux pour le prix d'un, entre guillemets. Donc, il y a cette possibilité-là. L'autre, c'est la pêche, notamment en été. Et pareil, aller sur les grands fleuves, les grands lacs suédois qui sont très connus, en tout cas ici, pêcher dans ces eaux-là où je ne vais pas parce que c'est bien trop loin de chez moi. Et la pêche, par exemple, avec mes enfants, compliqué, parce que mon bateau il est relativement petit, les mettre dessus, il n'est pas super stable, c'est un truc gonflable et tout. Et voilà, je ne veux pas qu'il risque de tomber ou ce genre de choses. C'est une activité que je fais personnellement. Si je me retrouvais avec du temps dans les mains, ce seraient des activités qui, pour moi, seraient extrêmement enrichissantes, seraient agréables, etc., etc. Oui, il y a une bonne dose d'égoïsme là-dedans, mais c'est une réalité qui est matérielle, qui nous tombe un petit peu toute cuite dans le bec. L'idée, c'est qu'est-ce que j'en fais, parce que malheureusement, avec cette douleur, il y a aussi cette tendance à s'interdire d'être heureux, en fin de compte, s'interdire de se focaliser sur soi et plutôt passer son temps sur son canapé à regarder des photos, des vidéos, à être près de son téléphone pour être disponible, à plus s'intéresser à la vie de l'autre qu'à la nôtre. Et ça, forcément, c'est pas hyper efficace pour limiter ce relent de sentiments négatifs qui est toujours présent au moment d'une rupture amoureuse.
Il y a un autre type de réalisme à avoir, c'est un réalisme de l'acceptation. Non pas de l'acceptation de la rupture, parce que ça, on n'a pas de choix, hein, si vous voulez, on est un petit peu obligé de passer par là, mais le réalisme du fait que le remède miracle n'existe pas. Finalement, c'est une question que je trouve un peu biscornue de me demander, mais comment je fais pour aller mieux? Il n'y a pas 50 millions de solutions. Pour aller mieux, il faut d'abord que véritablement je veuille aller mieux, et deux, que j'aille sur le terrain pour aller mieux. On imagine mal quelqu'un de resplendissant, d'heureux, de charismatique, assis sur son canapé à regarder des photos de quelque chose qu'il a perdu, hein, techniquement. Ces images de deuil, de douleur, de tristesse, quand on imagine par exemple quelqu'un en dépression, si on vous dit juste ce mot-là et de peindre un tableau à partir de là, vous allez peindre quelqu'un qui est, je sais pas moi, en position fétale dans son canapé, en train de pleurer et d'observer une photo d'un proche disparu ou ce genre de choses. Hein, on ne va pas l'imaginer effectivement sur un bateau en train de pêcher ou en festival de musique en train de danser ou que sais-je. Hein. Donc nous, on va avoir besoin, et c'est le plus beau des antidotes, effectivement, de se mettre en mouvement. Il faut accepter aussi ce réalisme-là, que le temps pense les blessures. Rome, c'est pas fait en un jour. C'est comme quand on est malade, hein, finalement. Quand on nous découvre les symptômes, y a un temps de cure, un temps de repos, un temps à ne pas faire ce qu'on faisait avant, si vous voulez, qui nous permettra effectivement de nous remettre en activité derrière. On n'est pas soigné juste parce qu'on a un diagnostic. Derrière, il y a toute la période d'assimilation qui est de notre corps vis-à-vis des médicaments, etc., qui est excessivement importante. Avec la rupture amoureuse, c'est la même chose. Il n'y a pas de remède miracle pour se sentir heureux. Il y a cette logique d'aller sur le terrain. Et ça nous permet de glisser sur la deuxième partie de notre raisonnement, à savoir que finalement, à bien réfléchir, une reconquête amoureuse, c'est un peu un muscle. Hein. Oui, au début, évidemment, ce muscle-là est complètement atrophié. Vous avez vécu avec quelqu'un, donc on n'est plus du tout dans cette logique de maîtrise de la communication de crise, enfin le fameux système crise, ou même la communication conflictuelle. On avait cette impression que les choses se résorbaient un petit peu toutes seules, hein. Il suffisait de discuter et puis hop, le mal était parti. Là, on s'aperçoit que c'est plus du tout ce genre de choses, donc on a un muscle atrophié et puis on a une adaptation nécessaire. On est quand même dans un nouvel environnement où il est plus que conseillé de créer de nouvelles habitudes, où il va falloir développer une nouvelle communication, où forcément on va avoir des nouvelles réflexions puisqu'on est dans une situation qui est inconnue. Tout ça, et je reviens sur ce que je disais dans la première partie, bien évidemment ça peut accentuer la douleur, mais ça peut aussi nous faire voir la lumière au bout du tunnel, parce qu'on peut obtenir des résultats qui sont bien différents de ceux à quoi on s'attendait et de ceux qu'on voit traditionnellement dans une rupture amoureuse, à savoir le fait d'avoir une communication complètement flinguée. Maintenant, évidemment, pour arriver à cette intériorisation des préceptes de la reconquête amoureuse, avant il y a le sang, les larmes et la sueur, quoique l'intériorisation ça fait toujours partie de ça, mais il y a une logique de fake it until you make it, hein, ce fameux débat dont je discutais encore ce matin en coaching, entre l'inné et le naturel. Hein. On n'est pas né doué dans tel ou tel type de domaine, notamment dans le domaine professionnel. On le devient, et avant de le devenir, il a fallu faire nos études ou la formation qui nous a permis d'eux. Et pendant ces études ou pendant cette formation, on s'est sans doute planté. Et aujourd'hui, on a des réflexes qui nous semblent naturels puisqu'on les a répétés encore et encore et encore et encore et encore, qui lors des premiers jours de la formation, pour nous semblait être une montagne, quelque chose d'extrêmement difficile, où il a fallu véritablement se focaliser et répéter les mêmes systèmes de création, de réflexion, ou que sais-je, selon votre métier, votre activité, et qui nous ont permis d'acquérir ce naturel. Là, c'est exactement la même chose. Là, la reconquête amoureuse est un muscle, et moi, je vous pousse à un petit peu aller dans la salle de muscu, hein, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que si au départ on est dans cette logique-là, comme je le disais, hein, à force de répétition, à force de volonté d'aller chercher des critères qui sont des critères positifs, avec des rencontres, avec des nouvelles activités, avec des nouveaux projets, il n'y a pas besoin non plus d'être Einstein pour comprendre que si je remplis mon quotidien de positif, les vagues de négativité vont être un petit peu atténuées, et il y a quand même de fortes chances que le temps entre ces vagues soit aussi élargi. Pourquoi ? Parce que mon focus n'est plus sur cette douleur, ou pas que en tout cas. Maintenant, ça n'empêche pas d'être rempli à certains moments de cette douleur qui revient, moi c'est des choses qui me sont arrivées et qu'on m'a décrites aussi, où on est en train de véritablement faire quelque chose, et
et de ne pas penser à l'autre. Et là, il y a une espèce de claque qui nous arrive en pleine tronche où on se rend compte qu'on ne pense pas à l'autre, on culpabilise de ne pas y penser puisqu'on est quand même censé l'aimer et on est dans une reconquête amoureuse. Et là, tout à coup, ça revient. Bien sûr que ça, ce sera présent. Malheureusement, il n'y a pas, comme je vous le disais, de remède magique pour éviter tout ça. Il faut en reconnaître la présence, en reconnaître l'importance. C'est sans doute un signe que vous aimez la personne face à vous, mais on contrôle malgré tout, non pas nos émotions, parce que alors ça, pour moi, c'est la plus grande bêtise du débat, ou en tout cas de la niche du développement personnel. On voit partout qu'on peut contrôler ses émotions. Je trouve que personnellement, c'est d'un ridicule absolu, on ne peut pas. Par contre, on maîtrise la manière dont on gère cette émotion qui se matérialise. Effectivement, quand elle nous submerge, on peut s'asseoir dans son canapé et ressortir son album de photos, comme on le disait. Ou on peut choisir d'aller faire son activité à l'extérieur, de rencontrer des gens. Et encore une fois, même si de nouveau, pendant ces quelques minutes, ces quelques heures, il faudra être dans le fake it until you make it, faire semblant de s'amuser pour. C'est pas parce qu'on fait semblant de faire quelque chose qu'on finit pas par y prendre du plaisir et qu'on n'apprend absolument rien. Et cette idée, moi, pour finalement gérer la récurrence des sentiments négatifs, elle est très simple. C'est d'emplir le temps qu'on a gagné au moment de cette rupture de choses qui nous tiennent à cœur, de choses qui nous font du bien. Et puis, si en plus ce sont des choses qui peuvent donner des résultats matériels, technico-pratiques, je ne sais pas moi, un projet qui se lance effectivement, des bons résultats sportifs, le plus gros poisson que vous ayez jamais sorti ou que sais-je, évidemment je prends les exemples que j'ai cités un peu plus tôt dans la vidéo, il y a quand même cette sorte de fierté qui vous pousse à continuer en plus, à vous intéresser encore plus, etc. etc., etc. Et on est dans cette peut-être logique de contre-vague, je ne sais pas si l'argument, l'idée est acceptable, mais véritablement moi, c'est à ce à quoi je pousse, ce à quoi je tends, et tout ça, évidemment, organisé autour des préceptes de la reconquête amoureuse, que sont le dynamisme, le sourire, la proposition de mouvement, etc., qui est adressée à son ex. Mais non, il n'y a pas de possibilité d'anesthésier le sentiment négatif. Il y a la possibilité, par contre, d'aller chercher le sentiment positif pour justement laisser le combat se faire assez naturellement dans cette arène qui est notre cerveau, que sont notre cerveau et notre cœur. Voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, vous savez que avec le petit like, vous faites grimper les vidéos dans, j'allais dire l'organigramme, mais c'est un petit peu ça, dans les recherches YouTube et Google. Donc c'est plutôt cool, plutôt sympa. Je vous en suis reconnaissant. Et vous savez que vous pouvez vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour avoir les vidéos dès qu'elles sortent, et aussi devenir membre VIP de la chaîne où vous pourrez accéder à toutes les vidéos quotidiennes que vous voyez qui s'affichent sur la page de présentation de la chaîne, et également participer à la programmation. Si ça vous intéresse, on clique sur le bouton rejoindre, il y a une vidéo qui se lance et qui vous explique comment cela fonctionne. Voilà pour aujourd'hui, moi je vais vous abandonner là, je vais me rentrer parce que j'ai les doigts absolument gelés, l'hiver est déjà parmi nous. C'est pas la meilleure des nouvelles, mais bon, on va aller chercher des sources de satisfaction pour contrer ce sentiment négatif. Je vous abandonne là, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à vous.